Bonsoir, le thème d'aujourd'hui sur Ultra Green, c'est la cathédrale et le bazar. Et non, on va pas parler du gothique flamboyant ou des marchés orientaux, mais on va parler d'un livre, et on va un peu parler de son auteur aussi, mais on va surtout parler de deux modèles, hein, que peuvent être le modèle de la cathédrale ou le modèle du bazar. Et on va essayer de comprendre en quoi ces deux modèles sont représentatifs de l'évolution un petit peu des méthodologies et introductrices du DevOps et de l'agilité. Jingle. Alors, avant de vraiment de parler du livre en lui-même, de l'objectif de ce livre, et puis de regarder un petit peu quel impact il va avoir eu, on va essayer en premier lieu de parler de son auteur. Et Eric S. Raymond, c'est quelqu'un d'extrêmement important pour l'open source. C'est c'est d'abord un théoricien des modèles de développement, et essentiellement des modèles de développement des logiciels open source. Mais quelque part, c'est aussi l'un des fondateurs des principes de l'open source. Alors pas forcément de l'open source du libre, comme on l'a vu, hein, qui est un petit peu plus vieux. On l'avait présenté dans une vidéo qui parlait des types de licences. Mais de sa définition telle que proposée par l'Open Source Initiative, c'est l'un des deux fondateurs des principes et à l'origine de l'Open Source Initiative avec Bruce Perens. Et cette structure sera matérialisée par un nombre de personnes plus important. Mais disons que Eric S. Raymond, c'est un défenseur des principes de transparence, de collaboration et de liberté dans le développement logiciel. Liberté non pas dans le sens proposé par la Free Software Foundation, mais liberté dans les cas d'usage, les cas d'utilisation du logiciel open source, y compris dans l'usage un petit peu plus entreprise, un peu plus business. C'est aussi un développeur, et pas des moindres, puis c'est quand même l'auteur de FetchMail. Alors FetchMail, pour ceux qui ont déjà géré de la messagerie électronique, c'est un outil qui permet de rapatrier dans une mailbox ou dans un format inbox le courrier électronique en partant d'un serveur, hein, d'un serveur POP ou d'un serveur IMAP. C'est aussi un gros contributeur du noyau Linux. Et par contre, effectivement, il est aussi connu parce qu'il a cherché un petit peu à proposer un modèle un peu différent de ce que proposait la FSF et le modèle GNU. Et il a lutté hein, contre les principes un peu restrictifs de la GPL, hein, qui limite un peu la capacité à utiliser le logiciel open source dans des cas variés, y compris dans des cas dans un usage d'entreprise. Et il réagissait aussi hein, sur ce côté un peu centralisé du pouvoir proposé par la FSF avec la volonté de structurer de façon très dirigiste les mouvements du logiciel libre. Et puis, il réagissait aussi sur le fait que la stratégie de la FSF, elle était probablement trop idéologique, trop dogmatique. Alors, il ne faut pas se tromper, hein. L'action de la FSF est quelque chose d'important, nécessaire. C'est comme dans une société, dans n'importe quelle société, il faut que l'ensemble des sensibilités s'expriment. Et il faut que ces sensibilités soient... euh, c'est un principe de contre-pouvoir. Et ce que propose effectivement l'Open Source Initiative est du domaine du contre-pouvoir, c'est-à-dire de proposer une autre alternative que l'approche libriste, et donc l'approche open source telle que définie par l'Open Source Initiative, et donc un cadre d'usage différent, mais complémentaire. Alors, pourquoi cet ouvrage ce texte, hein, il faut l'envisager comme le texte fondateur de l'open source dans la définition qu'on en connaît actuellement. Et ce texte est une comparaison entre le modèle centralisé et le modèle décentralisé de développement logiciel. Il est une comparaison dans une approche verticale du logiciel, définir de façon très centralisée, très regroupée sur une équipe unique qui va développer un logiciel dans la durée, de quelque chose effectivement de très vertical,
à, à contrario d'une approche plus horizontale, où on envisage des communautés beaucoup plus larges, un nombre de contributeurs plus important, quelque part une intelligence collective plus importante, qui va permettre d'obtenir beaucoup plus de valeur, qui va obtenir un cumul de valeur par le nombre et par l'expérience des personnes qui contribuent. Donc ça, c'est l'objectif initial du livre. Et après, effectivement, dans ce livre, il va s'évertuer à démontrer le bien fondé du modèle décentralisé, hein, et le démontrer par son expérience personnelle, c'est-à-dire ce qu'il a pu faire dans le cadre du développement de FetchMail, ce qu'il a fait et ce qu'il a pu voir dans le cadre du développement de Linux, en soulignant les aspects autour de l'adaptabilité qu'il peut y avoir à un projet, c'est-à-dire que l'avantage de ces modèles horizontaux, c'est que si les choses évoluent, le projet va pouvoir évoluer. Alors que dans une approche verticale, on est plutôt sur un principe où on spécifie globalement ce qu'on veut développer et on s'en tient à ce qu'on a spécifié. Donc effectivement, hein, c'est le monde du plan, c'est le monde de... Effectivement, l'architecture repose sur ce principe parce que pour pouvoir poser la dernière pierre, il faut s'assurer d'avoir posé toutes les pierres dans le bon ordre. Par contre, dans le développement logiciel, dans un domaine où c'est plus versatile, c'est probablement pas adapté. Et effectivement, il insiste, hein, sur l'aspect flexibilité, sur la coopération, en considérant qu'on va aboutir à un principe d'ordre spontané. Cette masse d'initiatives qui pourraient être perçues comme des initiatives divergentes vont devenir des initiatives complémentaires et on va obtenir quelque chose qui va se structurer de façon effectivement itérative, empirique, mais spontanée. Il n'y aura pas besoin de faire un effort pour que les choses s'alignent. Elles vont s'aligner par la nécessité. Enfin, ce livre, il a pour objectif de montrer que le modèle décentralisé, il répond mieux aux enjeux de l'agilité. Une phrase qu'on peut y retrouver, un release early, release often, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les principes agiles, hein. Publier souvent, transformer le changement comme un non-événement, je l'avais largement décrit quand j'avais fait mon cycle de vidéos sur le DevOps, et mieux vaut un logiciel fonctionnel mais imparfait, dynamique et pouvant bénéficier des contributions de chacun. Donc la différence entre le bazar et la cathédrale. Et on est typiquement sur ce que propose le manifeste agile. Donc pour le rappeler, hein, le manifeste agile, c'est 4 principes, hein, les individus et leurs interactions plutôt que les processus et les outils. C'est un logiciel fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive. Et là, on retrouve un petit peu ce que nous évoque Eric Raymond sur Release Early, Release Often. Hein. Et la collaboration avec le client plutôt que la négociation contractuelle, c'est-à-dire aller sur des principes de coopération, de construction collective et de valeurs, de proposition de valeurs globales et de valeurs collectives. Et l'adaptation au changement plutôt que l'exécution d'un plan, bah là on est typiquement sur ce que je décrivais juste avant, hein, sur ce côté, on n'a pas un plan global pour savoir ce qu'on va construire, parce qu'on considère que les choses peuvent évoluer avec le temps. Alors, si on décrit plus en profondeur la métaphore de la cathédrale, planification stricte, pour faire effectivement quelque chose de magnifique comme on peut voir à la cathédrale de Paris et Notre-Dame de Paris, il faut effectivement avoir tracé des plans. Mais c'est valable parce qu'on a une vision claire du résultat et que ce résultat est fait pour défier le temps. Mais dès l'instant où on n'a pas ces deux principes, la vision stricte du résultat et la certitude, la garantie que ce qu'on propose va garder sa valeur dans le temps, on prend des risques à faire cette planification stricte. Le contrôle centralisé, c'est aussi potentiellement un problème, parce que ça veut dire effectivement qu'il y a une vraie cohérence, il y a une vraie gouvernance stricte de ce qu'on va réaliser. Par contre, il y a peu d'intelligence collective et il y a peu d'apport collaboratif. Et on va le voir, et ça c'est ce que nous dit aussi le DevOps, on est sur un processus linéaire. Et ce processus linéaire, c'est 2 siècles de travaux. C'est-à-dire pour arriver à faire la première messe dans le bâtiment fini, c'est-à-dire pour obtenir le résultat définitif, il va falloir attendre 2 siècles de travaux pour avoir cette cathédrale. Malgré tout, quelle cathédrale! Donc, c'est un mode de développement logiciel traditionnel, c'est un développement structuré, avec une conception rigoureuse et définie en amont. Maintenant, on va regarder le modèle et la métaphore du bazar.
Donc là, on est typiquement sur un modèle décentralisé, collaboratif. Donc on est sur les principes même de l'open source, hein, c'est ce côté collaboratif, contributif, tout le monde a la visibilité sur le source, donc tout le monde peut contribuer. Donc effectivement, un principe de contribution multiple, et quand je dis multiple, c'est sur les multiples expériences, les multiples approches, donc on est sur un principe d'intelligence collective. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des fonctionnements itératifs, des itérations rapides, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est le principe de développement de systèmes comme Linux. Et quand on voit maintenant ce que peut être Linux, alors effectivement, peut-être qu'au début, on a pu taxer Linux d'un certain manque d'élégance, d'un certain manque de structuration. Si on regarde aussi, il y aura des projets comme Apache HTTPD. Il s'appelait pas Apache pour rien, il s'appelait Apache Server, parce que les choses sont arrivées progressivement. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire que il y a une dynamique qui va arriver à la structuration, à l'ordre, à un certain ordre auto-construit, c'est-à-dire que l'apport collectif des uns et des autres va au final définir un consensus opérationnel et constructif. Donc c'est un développement collaboratif avec de multiples contributeurs, et des contributeurs dans le sens le plus vaste, pas uniquement des développeurs, mais peut-être l'utilisateur lui-même, peut-être, et même effectivement, hein, la communauté et les utilisateurs du logiciel, ou les utilisateurs de ce qu'on fabrique sur ce principe, jouent un rôle crucial pour que le projet fonctionne correctement. Donc on l'a dit, hein, c'est un processus itératif, et ce processus est basé sur les principes mêmes de l'open source, la transparence et la rétroaction. Et les utilisateurs, j'insiste, vont devenir des contributeurs actifs. Peut-être pas sur le développement, mais sur la documentation, sur la maîtrise, sur l'accompagnement et sur l'orientation, l'orientation et la stratégie d'évolution de l'outil en lui-même. Qu'est-ce qu'on peut souligner? Ça propose des time to market plus rapides. Et en plus, on va le voir, hein, une proposition de valeur qui va arriver plus vite. Et il faut bien se dire, j'ai fait une vidéo, hein, sur le navigateur web, et j'avais décrit les différentes évolutions du web. C'est le principe qui est derrière le web 2.0. Un logiciel n'est jamais terminé puisqu'il doit en permanence s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Donc on a besoin de modèles qui sont eux-mêmes adaptatifs. Et donc c'est principe, les principes proposés par l'open source, et donc la métaphore du bazar, c'est donc une méthodologie qui est plus adaptée à un monde qui est VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est un terme qu'on retrouve souvent, qui est un terme militaire à la base, mais qui décrit de façon très claire le fait que dans le monde du développement logiciel, on a peu de chances de se dire qu'on a à construire une cathédrale. On a à construire quelque chose qui va évoluer avec le temps. Alors, on va essayer de regarder quand même les choses de façon pragmatique. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Donc, entre les deux modèles, si on regarde le modèle de la cathédrale, si on a la certitude de ce qu'on veut fabriquer et de la pérennité dans le temps de ce qu'on veut fabriquer, eh ben, le modèle de la cathédrale apporte du contrôle et de la cohérence. Et c'est peut-être la cohérence qui est l'aspect le plus important. Par contre, effectivement, il va venir avec de la rigidité, on a défini, et sortir du plan, sortir de ce qu'on a défini, c'est prendre des risques, donc c'est de la rigidité. C'est de la lenteur pour récupérer la valeur finale, la valeur globale de ce qu'on veut produire. C'est énormément de difficultés à s'adapter, et encore plus à s'adapter rapidement. Si maintenant on regarde le modèle du bazar, on retrouve des choses que j'avais déjà exprimées, hein, l'adaptation continue, le TTM, la flexibilité, mais ce que je vais souligner ici, c'est l'innovation rapide, c'est-à-dire la capacité à rapidement se remettre en adéquation avec le marché, en adéquation avec le besoin, et donc à fabriquer de la valeur qui va directement être utilisable parce qu'elle est actuelle, cette valeur. Un projet open source, c'est aussi de la détection et de la correction des bugs plus efficaces. Alors ça, c'est quelque chose qui, effectivement, est souvent un peu du domaine de la polémique, mais plus il y a de personnes qui sont en capacité d'auditer, d'analyser le code, plus il y a de personnes qui sont capables de le corriger et de le détecter rapidement. Par contre, effectivement, plus il y a de personnes qui interviennent sur ce code, plus il y a la potentialité qu'il y ait des bugs. Donc c'est en ça que souvent ce sujet est un peu polémique.
Et c'est là où je regarde dans les points négatifs, la gestion de la coordination. Finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces défauts-là, par l'expérience de ce qu'on a pu voir de l'open source, bah, malgré tout, ils sont présents, mais ils vont se corriger presque naturellement. Alors, pour pouvoir passer d'une approche autour du modèle de la cathédrale vers le modèle du bazar, bah, il y a des conditions de transition. Il va falloir effectivement, il y a un aspect important autour de la collaboration ouverte. Il va falloir garantir cette collaboration ouverte. Ensuite, il y a un impact sur la gestion de projet et sur la technologie. On doit changer les paradigmes de gestion de projet et on doit mettre en place des technologies qui sont adaptées à ces nouvelles façons de faire, à ces nouveaux projets. Je ne peux que vous encourager à regarder ma série de vidéos sur le DevOps et sur les enjeux de la containerisation, du cloud et l'outillage de la CI/CD pour pouvoir justement aller au maximum de cette possibilité d'aller vers le DevOps. Et pour le faire, l'open source va être un élément de facilitation. Cette vidéo, je l'avais justement présentée quand on avait regardé un petit peu la vidéo sur le DevOps dans le cycle sur le DevOps, la containerisation et le cloud. Et le but, c'est de se dire finalement, le cycle en V, c'est l'incarnation de la cathédrale. C'est des phases de spécification, de développement longues, puis de façon très linéaire, des phases de test aussi longues, avec potentiellement des allers-retours parce que y a potentiellement des désynchronisations par rapport à un volume important de choses spécifiées et développées, et puis tout à la fin, une phase de déploiement. Ensuite, ce qu'on souligne, c'est que du coup, c'est un risque fort parce que on prend un risque de décalage en termes de charge, en termes de coût, en termes de planning. C'est un delivery long. La valeur n'est offerte à l'utilisateur qu'à la fin. Et tant qu'on n'a pas franchi l'ensemble de cette séquence spec, dev, test, puis déploiement, on ne propose absolument rien. On avait vu effectivement que l'agilité avait proposé déjà de mettre en place une notion itérative pour réduire le risque, mais on va tout de suite sauter cette fois-ci vers le DevOps, qui finalement va souligner un petit peu cette approche bazar. Les choses sont spécifiées au fil de l'eau, les besoins arrivent au fil de l'eau, l'expérience utilisateur est intrinsèquement présente pour influer sur l'évolution du produit. Alors effectivement, on avait dit, potentiellement, ça peut rallonger le délai total de mise en œuvre de la totalité de la valeur, mais par contre, on va produire de la valeur beaucoup plus tôt. Et donc, là où on a 2 siècles pour fabriquer une cathédrale, on commence à mettre des choses en vente sur le marché, dans le bazar, dès la sortie de ce qu'on avait défini, c'est-à-dire un MVP, un Minimum Valuable Product, et ainsi de suite. L'open source et les modèles de la cathédrale et du bazar, ce sont des démonstrations de l'efficacité de modèles qui sont ceux du DevOps et ceux de l'agilité. Je voulais aussi faire un petit retour sur une autre image qu'on peut avoir, c'est la théorie de l'évolution. Le modèle du bazar peut être perçu comme un modèle naturel. Si on revient sur la définition de la théorie de l'évolution, c'est un processus de changement progressif où les variations et la sélection naturelle mènent à l'adaptation et à la complexité croissante. Donc effectivement, on évolue étape par étape, sans forcément avoir une vision précise du résultat final, mais en s'adaptant aux besoins, aux enjeux en permanence. Et c'est probablement comme ça que l'homme est devenu l'homme et qu'il a été capable de construire cette intelligence, qu'il a été capable de construire les civilisations. On est parti d'étape en étape d'un premier primate pour aller jusqu'à l'homme moderne tel qu'on le connaît. Donc, d'un côté, on a le système, la cathédrale, le système conception planifiée, une architecture contrôlée, moins flexible face au changement. Et de l'autre côté, on a ce système évolutif où l'innovation et l'adaptation se produisent de manière organique, étape par étape, itérativement. Et c'est tout à fait semblable à la sélection naturelle dans l'évolution. Si la nature le fait, peut-être qu'il y a de fortes raisons de penser qu'elle le fait pour de bonnes raisons.
Donc voilà, j'avais réfléchi à faire cette vidéo il y a quelques temps, hein, autour de l'ouvrage de référence que peut être The Cathedral and the Bazaar. Ce qui était important, c'était de ne pas s'arrêter au livre, c'était probablement d'aller à son contenu et d'essayer de comprendre en quoi il était toujours aussi important, au-delà d'être un élément fondateur de l'open source, c'est aussi un élément qui permet de comprendre l'évolution des principes d'ingénierie et typiquement de l'agilité et du DevOps. Et je vous remercie et je vous attends à la prochaine vidéo sur Ultra Green.